Bonjour à tous. Euh, du coup, je me présente, Mathieu Ringot de la société Quantmetry. Et suite à la table ronde qui a eu lieu où ils ont rapidement abordé l'intelligence artificielle et son impact un peu sur l'usine 4.0, la nouvelle industrie, je vais essayer de rentrer un peu plus dans le détail sur ça va être quoi son impact. Je vous ferai pas de fausses promesses en vous disant que c'est une révolution, ça va changer votre métier, c'est pas vrai. Ça va vous permettre d'être un plus efficace, vous concentrer sur votre vrai métier, votre vraie valeur ajoutée. Et je vais essayer de passer ça au travers de plusieurs cas d'usage. Avant, je vais juste rapidement présenter Quantmetry en une slide très rapide, je vous embête plus après avec ça. Quantmetry est un cabinet de conseil parisien, une centaine de consultants. Ça fait 8 ans qu'on existe. On travaille dans tous les secteurs, pas forcément que le secteur de l'industrie. Et on a une grosse activité de R&D qui, en 2019, représente un peu plus de 2500 jours hommes de développement. Pour, on va dire en introduction, un petit contexte, vous êtes des industriels, je pense que vous avez déjà les chiffres en tête, mais je voudrais juste rappeler les chiffres de l'industrie manufacturière en France. Donc du coup 10% du PIB, un peu plus de 900 milliards d'euros de chiffre d'affaires répartis sur plus de 200 000 entreprises et qui représentent à peu près 3 millions d'emplois. Ça, je vais me créer un petit fil rouge pour cette presse qui va être les métiers de l'industrie. Donc ces métiers, volontairement, je les ai un peu condensés, je les ai résumés. J'en ai mis 3 qui vont être les métiers de la conception, les métiers de la fabrication, où je vais inclure la supply chain avec les approvisionnements et la distribution, et les métiers de la maintenance. J'ai que 35 minutes, 40 minutes, donc je vais essayer de faire court. Donc du coup, j'ai volontairement omis les sales, le marketing, le procurement, les RH, mais en vrai, l'IA peut aussi et intervient également sur ces secteurs-là. Ces 3 métiers-là, ils vont s'appliquer à des domaines de l'industrie. Alors par domaine, qu'est-ce que j'entends? C'est le produit qui va pour moi être un grand domaine d'application de l'IA dans l'industrie, qui est un peu le cœur de l'industrie manufacturière et qui va s'appuyer sur 2 piliers. Un premier pilier qui va être les infrastructures et processus de vos industries, de vos entreprises, et un autre pilier qui va être vos systèmes d'information, qui du coup vont venir supporter ces infrastructures et ce produit. Ces métiers-là, ils ont un objectif de performance. Je les ai résumés. Même si je viens originalement du monde de l'industrie, je ne prétends pas avoir toutes les billes pour parler au nom des industriels que vous êtes. Mais pour moi, la conception et du coup les performances qu'on va chercher dans la conception, c'est essayer de concevoir au plus juste. Donc, c'est-à-dire éviter les sur- et les sous-dimensionnements et essayer de coller au plus proche du besoin utilisateur. Pour la fabrication, je vais parler principalement des optimisations des flux et des délais. Donc, en termes de flux, je parle de tous les flux, que ce soit les flux de marchandises, les flux de production, les flux au sein d'une chaîne de prod, mais aussi les flux informatiques qu'on peut avoir. Et un grand aspect de la production, limiter la non-qualité. Et pour la maintenance, je resterai sur diminuer les temps d'arrêt, donc que ce soit en maximisant le MTBF ou en minimisant le MTTR, et limiter la surmaintenance. Après là, vous allez me dire, très bien, mais est-ce qu'il ne manque pas un peu le nerf de la guerre, qui est les coûts? Pour moi, les coûts, c'est un objectif un peu global qu'on va retrouver dans tous les métiers, donc que ce soit les métiers de la conception, les métiers de la fabrication ou les métiers de la maintenance. On va essayer toujours de diminuer ces coûts. C'était ma petite introduction rapide sur l'industrie. Je pense que je ne vous ai rien appris sur ça. Si je vous présente un peu l'intelligence artificielle, je vais d'abord faire quelques mises au point sémantiques. Je vais vous proposer des définitions. C'est des définitions que je vais prendre pour cette présentation-là. Comme ça, on sera à peu près tous d'accord de qu'est-ce que veut dire le big data. Je ne vais pas vous lire ce qu'il y a à l'écran, mais du coup, voilà la définition que je vous propose. Quand je vais parler de data science, qu'est-ce que j'entends et qu'est-ce que je mets derrière le mot data science? C'est la discipline qui nous permet d'utiliser des données brutes pour les transformer en données précieuses. Et quand je vais parler d'intelligence artificielle, la définition que je vous propose est la suivante, c'est l'ensemble des théories et des techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence. Si je rentre un peu plus dans le détail, alors, je reprends peut-être un peu la base, peut-être que j'enfonce des portes ouvertes, mais en tout cas, je voudrais juste le repréciser. Qu'est-ce que c'est un environnement Big Data? Un environnement Big Data, c'est les 5 V, c'est-à-dire un fort volume qui se génère avec une forte fréquence, qui représente une grande variété de sources de données ou de types de données, qui est vrai, c'est-à-dire que les données qu'on récupère, on a confiance en elles, et surtout, elles sont porteuses d'informations, donc de valeur. Récupérer des données qui
dans lequel on ne peut pas avoir confiance et qui en plus on n'est pas sûr d'avoir de la valeur, je dirais que c'est discutable en termes de big data. Si je détaille un peu plus la data science, pour moi la data science c'est une triforce qui du coup va avoir comme pilier les sciences informatiques. Vous allez me dire jusque là rien de nouveau sous le soleil. Donc tous les langages de programmation, toutes les technologies qu'on peut avoir, tous les frameworks. Un autre volet qui sont les mathématiques et la statistique. Donc là on va avoir tous nos algorithmes, toutes nos théories derrière. Et là vous pouvez me dire ok oui data science, on a des mathématiques appliquées à la technologie. Et elle est où la Triforce? Pour moi, le troisième volet, celui qui est très très important, c'est l'expertise métier. On ne fera pas de data science si on n'a pas d'expertise métier. Si on n'a que de la science informatique et des mathématiques et statistiques, à la rigueur, on peut faire de la data science dans la data science, mais ça ira pas plus loin. Le métier est très important, il nous faut cette connaissance métier pour être pertinent et avoir un vrai impact sur les projets qu'on fait. Et dernier petit point de précision, sur l'intelligence artificielle. Parce que je pense que vous le voyez au bas mot peut-être 4-5 fois par jour sur les articles que vous voyez. Moi, je vais le définir en deux grandes branches, qui va être la première, qui va être l'intelligence artificielle symbolique. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est l'intelligence artificielle basée sur une logique déductive. C'est-à-dire, la connaissance vient de l'humain. C'est nos experts métiers qui ont une connaissance et qui vont pouvoir créer les algorithmes pour réaliser des tâches. On rappelle, l'intelligence artificielle, on veut juste que simuler l'intelligence, c'est-à-dire pouvoir faire des choses et se débarrasser de tâches un peu récurrentes qu'on pourrait faire. Exemple d'intelligence artificielle symbolique, les systèmes experts. Vous en avez dans vos industries, ce n'est pas nouveau, mais ça reste de l'intelligence artificielle. Un autre grand volet, du coup, par opposition, le machine learning, l'apprentissage automatique. Du coup, là, on n'est plus sur une logique déductive, on est sur une logique inductive. C'est-à-dire qu'on va regarder nos données et on va essayer de tirer sans a priori métier des règles, des algorithmes, des méthodes pour réaliser la tâche qu'on veut lui faire faire. Un exemple d'algorithme de machine learning extrêmement complexe, la régression logistique. Ça reste du machine learning. On a des points de données, on veut juste essayer de prévoir un nouveau point et on va, à partir de ces données-là, essayer de trouver la formule mathématique qui prédit au mieux les prochains. On reste sur du machine learning, ça fait partie de l'intelligence artificielle. Là, vous allez me dire, ouais, mais par contre, il y a un terme que j'entends partout, ce fameux deep learning, et là, on ne me la fait pas, je connais PowerPoint, là, la slide, elle est finie. Elle est où, ce deep learning? Le deep learning, pour moi, c'est juste un versant du machine learning. C'est des nouveaux algorithmes. On va plutôt parler d'apprentissage profond, mais on reste sur une logique inductive. Et je pourrais vous rajouter les auto-encodeurs. Il y a plein d'autres versants du machine learning. Mais on va rester sur ces principaux-là. Mon introduction est finie, on va essayer de rentrer un peu maintenant dans le vif du sujet. C'est quoi l'impact, du coup, finalement, de cette intelligence artificielle sur les métiers de l'industrie? Déjà, on va partir d'une ère de la guerre. Les données. Si on n'a pas de données, ça risque d'être un peu plus compliqué. C'est pas impossible, mais c'est plus compliqué. Des données, vous en avez tous dans vos industries. Ça va être vos données de capteurs, ça va être vos données qui transitent sur vos systèmes d'information, que ce soit vos données de flux transactionnels, tous vos référentiels clients, vos référentiels de produits, les textes, parce que des dossiers PDF scannés, on en a beaucoup trop dans nos armoires, même numérisés. Donc avec tous les rapports de maintenance, les REX, les retours utilisateurs. Et après, toutes les autres sources de données, nos images, nos vidéos qu'on a pu avoir, des spectres, rien qu'on fait de l'analyse du signal, on a des spectres, ça peut être considéré comme des images. Et à ça, nous, on va arriver avec des techniques. Donc, soit des techniques dites de série temporelle, pour essayer de faire de la prévision, de la détection d'anomalies sur toutes les données plutôt de capteurs et les données un peu transactionnelles. Toutes les techniques du traitement du langage naturel, pour essayer d'avoir de l'extraction de sentiments, des analyses sémantiques sur toutes nos données. Et après, en bon français, de la vision par ordinateur, que vous entendrez plus couramment sur du computer vision, pour avoir tous les algorithmes qui vont nous permettre de traiter nos images. Et du coup, ça va nous permettre de faire quoi? Déjà, ça va nous permettre, grâce à deux révolutions un peu technologiques qui nous permettent maintenant l'IA, c'est l'explosion des données. Des données, maintenant, on en a de plus en plus. Et ça, on remercie le prix du coût de stockage qui a drastiquement baissé. Pour un petit titre d'information, si on veut aller stocker un petit giga sur Amazon, on est de l'ordre de 0,15 centimes de dollars par giga, vraiment à stocker.
Donc vraiment, ça ne coûte plus rien du tout. Et l'autre aspect qui nous a permis maintenant de vraiment développer l'IA, c'est les nouvelles méthodes. Justement, tout ce machine learning, ce deep learning qu'on a et qui a pu voir le jour avec l'augmentation des puissances de calcul. Parce que la théorie, elle n'est pas nouvelle. Le machine learning, le deep learning, c'est les années 60-70. C'est juste qu'il nous fallait la puissance de calcul pour pouvoir le faire. Et ça, combiné, ça va nous permettre de faire quoi dans l'industrie, et pas que, de mieux prévoir, de mieux contrôler et de mieux décider. Et globalement, avec ces trois termes-là, on va avoir passé tout le spectre des apports de l'IA. Et on voit qu'il y a une promesse qui a été faite. Une promesse, c'est une estimation de la croissance de la valeur ajoutée brute qui est estimée à 4,4% à horizon 2035, contre 2,1% si on enlève l'IA de ce scénario. Là, vous me dites, c'est bien joli, mais bon, 2035, c'est quand même... Bon, c'est demain, mais quand même pas trop. Donc du coup, maintenant, c'est quoi et comment on voit notre rapport? Déjà, nous, ce qu'on constate en tant qu'acteur de l'IA, c'est que l'industrie, c'est le deuxième secteur de l'IA, derrière le commerce de détail et qui est passé devant le secteur bancaire qui était un des précurseurs sur ce domaine-là. Donc nous, en tant qu'acteur IA, on le voit maintenant que l'industrie, ça commence à se développer et ça a un vrai impact. Et ça, je vais vous le montrer dans les cas d'usage où je vais essayer d'apporter un peu plus de chiffres. Si je reprends mon petit fil rouge, donc avec mes trois métiers, parce que j'aimais bien mes petites formes, c'est quoi les cas d'usage qu'on va pouvoir faire sur ces métiers-là? Si je prends de la conception, on va avoir des cas d'usage type conception optimisée par l'usage, simulation de tests destructifs. Pour la fabrication, ça peut être détection de défauts en ligne, ça peut être de l'analyse de causes racines, et ça peut être du scoring de défaillance. Là, je vous en cite quelques-uns. En vrai, on peut en trouver peut-être 300 pour chaque métier. Et pour la maintenance, ça va être de l'optimisation de campagnes de rappel sur des crises qualité, de la maintenance prévisionnelle, et pas de maintenance prédictive. Prédictive, c'est un anglicisme. On fait de la prévision, on ne fait pas de prédiction. Ma boule de cristal est malheureusement cassée, je n'arrive plus à prédire les choses. Par contre, j'essaie de les prévoir. Et on peut faire de l'aide au diagnostic. Et là, vous me dites, ok, tu voulais rentrer dans le concret, tu nous as donné 8 cas d'usage et on en fait quoi maintenant de ça? Effectivement, ça ne serait pas sérieux de ma part, donc du coup, je vous en présentais 4 de manière plus détaillée. Et quand je dis plus détaillée, c'est-à-dire qu'on va voir les données qu'on avait à disposition, les challenges que ça représentait, les méthodes qu'on a appliquées, ce qu'on a fourni et les résultats métiers qu'il y a eu. Donc 4 cas d'usage, un sur de la conception, un sur de la fabrication, donc là plutôt sur un projet de qualité, et 2 sur de la maintenance. Donc si on rentre un peu plus en détail sur ces cas d'usage. Premier cas d'usage, industrie métallurgique, optimiser l'assemblage de pipeline. Donc on avait une entreprise qui fait des tubes pour des conduites de gaz et de pétrole qui ne sont pas soudés mais vissés. Donc c'est vachement pratique. Il y a un petit problème, c'est qu'il faut respecter une courbe de vissage assez précis avec un certain couple. Si on serre un tout petit peu trop fort, on va casser le tube, c'est dommage. Si on ne serre pas assez fort, ça va fuir, c'est dommage également. Donc du coup, notre mission, c'était arriver à prévoir pour des matchings de références, parce que cette société-là, des références, elle en avait quelques milliers. Quand on essaie de matcher deux références, c'est quoi la courbe de vissage qu'il faut associer? Comment elle faisait actuellement? Elle faisait avec des tests. C'est-à-dire qu'on prenait deux références, on essayait de les visser, on allait jusqu'au test destructif et on regardait, on disait ok, voilà le couple optimal. Un test, c'était entre quelques jours jusqu'à un mois. Quand on a des milliers de références, on sent qu'on va très vite arriver en limite et que ça ne va pas être efficace. Si je zoome un peu sur les données, alors là c'est bien, on avait des données, on avait 20 000 courbes de vissage. On avait 5 000 logs de vissage. Par contre, ces 20 000 données, elles n'étaient pas labellisées. C'est-à-dire qu'on n'avait pas d'expert qui nous avait dit là c'était bien, là c'est une courbe de vissage qui avait cassé, là c'est une courbe de vissage qui avait fui. Donc du coup, on s'est dit qu'il faudrait les labelliser. Par contre, on n'a plus de bagne et mettre un expert métier derrière son PC pour labelliser 20 000 courbes, c'est vraiment pas sympa pour lui. Donc on s'est dit on va essayer de faire quelque chose d'un peu plus intelligent. Il ne va pas y couper, il va falloir qu'il en labellise quelques-unes.
mais on va essayer de l'aider. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une petite application. C'est la petite imprime écran que vous voyez sur le côté supérieur gauche. Et du coup, on lui présentait une courbe et il essayait de nous positionner les points remarquables. Et derrière, on avait un petit algorithme d'apprentissage qui regardait comment l'expert labellisait les courbes et qui, au fur et à mesure, essayait de les labelliser pour lui. Donc au début, il lui faisait des recommandations de labellisation. Et comme ça, on a continué à apprendre et il corrigeait un peu. Et au bout d'un moment, quand on est arrivé avec une certaine précision, on s'est dit, on peut se permettre de le faire en tout automatique et de libérer l'expert pour qu'il puisse continuer à faire son vrai métier. Et à partir de ça, on a regardé toutes nos courbes de corrélation labellisées, de courbes de vissage labellisées, et on a essayé de faire des corrélations. C'est-à-dire, quelles sont les références qui représentaient les mêmes comportements? Quels sont les matchings de références qui avaient les mêmes courbes? Et on a réussi à produire une prédiction de courbe de vissage où on rentrait les références. Donc, quand on dit rentrer les références, c'est avec leurs caractéristiques. Donc, quel est le pas du vissage, quel est leur diamètre, quelle est leur épaisseur. Et du coup, ça nous permettait de leur prédire. Le résultat métier qu'il y a eu derrière ça, on a réussi à leur faire un outil de simulation, donc c'est-à-dire plus de tests destructifs. Alors quand je dis plus, c'est moins. Mais déjà, cette réduction-là, pour l'industriel, c'est un vrai gain. Ce qui fait qu'il gagne du temps, il gagne de l'argent. Et nous, notre deuxième étape, parce qu'on s'est dit, ok, c'est un bon premier résultat, mais on va essayer d'aller plus loin. Et du coup, le projet qu'on a en suivant, c'est malheureusement, les tubes, ce pas des tubes parfaits. Or, nos courbes de vissage, pour l'instant, elles raisonnaient sur des tubes parfaits. Donc, on va essayer d'améliorer notre modèle de prédiction pour prendre en compte les impuretés et pour prendre en compte les légères variations qu'on pourrait avoir sur la forme du tube pour prédire encore plus précisément nos courbes de vissage. Deuxième cas d'usage, là on passe sur l'industrie automobile. On va passer sur une chaîne de prod et un cas assez simple, des défauts qualité. On a des voitures qui sortent de la ligne de prod, la peinture elle n'est pas nickel. Comment on fait? Qu'est-ce qu'on avait comme données? Et c'était là le challenge en fait de cette mission-là, c'est que des données on en avait certes, mais on n'avait pas de moyens de captation d'informations dédiés à ce cas d'usage dans l'usine. C'est-à-dire qu'on n'avait à disposition que les données qui étaient déjà nativement enregistrées dans l'usine et on n'était pas dans une usine 4.0. Donc les données, on en avait quelques-unes, c'était principalement des données de température, des données d'hydrométrie qu'on avait dans les salles et de poussière qu'on avait dans les salles blanches. C'était des données de consommation électrique, de chauffage, les données de shift d'équipe et les données de non-qualité. C'est-à-dire qu'à la fin, notre inspecteur qualité, il avait une petite tablette et il repérait sur une simulation de la voiture où est-ce qu'étaient les défauts qualité. À partir de là, on s'est dit, ok, comment on va pouvoir faire des recommandations de processus pour limiter ces nombres de non-qualité. Donc, on a passé tout ça à une moulinette qui s'appelle des statistiques. Donc, on va faire des corrélations. On va essayer de regarder les évolutions. Est-ce qu'on a des patterns qui reviennent? Est-ce qu'on arrive à trouver des liens? Et on a fait des propositions de modification de process. Je vais vous en citer deux. La première, c'était une optimisation sur le chauffage de l'usine, au global, où on s'était aperçu que jour férié, jour de fermeture de l'usine, on coupe le chauffage. Le lendemain, quand on remet en route, dans les 2-3 premières heures, bizarrement, la qualité des voitures qui sortaient, c'était pas ça. Et on s'est dit, oui, c'était un problème de viscosité au niveau de la peinture. Donc on a fait une reco en disant, coupez pas complètement votre chauffage, laissez-le à une température mini, c'est de diminuer les variations de température, et vous allez voir, vous allez avoir moins de défauts. Un autre axe d'amélioration qu'on a proposé, c'était l'optimisation des plannings de nettoyage de la cabine de peinture, qui au début était fait au jugé par la personne qui est dans la cabine et qui peint. Le risque qu'il y avait, c'était on le faisait trop souvent, ça impacte notre rendement de la chaîne parce que du coup, ça veut dire qu'on coupe la ligne le temps de nettoyer la cabine de peinture. On ne le fait pas assez souvent, au bout d'un moment, on a nos défauts qualité qui grimpent en flèche. Donc, avec nos petites corrélations, on a fait un petit modèle, on leur a dit, regardez, monitorez vos défauts qualité et quand vous passez ce seuil-là, il faut nettoyer. En termes de chiffres, ça a donné quoi comme résultat? On a réussi à réduire le taux de défaut de 14% en bout de chaîne, ce qui n'est pas négligeable. Après, ce n'était pas que ces deux optimisations-là, on en a proposé d'autres, mais on arrivait vraiment à avoir un vrai gain en termes de qualité. Et ça a eu un impact sur le rendement opérationnel de la chaîne. Le nombre de voitures qui sortaient bonnes du premier coup a augmenté en conséquence.
On s'est dit, bah, ok, ça c'était notre premier test sur la chaîne de prod, on a fait l'atelier de peinture. Sur une chaîne de montage de voiture, il n'y a pas qu'un atelier peinture, il y a plein de postes avant. Bah, maintenant, on essaye de développer cette approche-là sur l'emboutissage, sur le ferrage, sur le montage, pour continuer à augmenter notre productivité. Un troisième cas d'usage qu'on a fait, c'était chez GRT Gaz, où le but du jeu était d'objectiver la maintenance des conduites de gaz. Alors là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il entend par objectiver? Ça veut dire quoi ça? Bah, c'est simple, c'est avoir un critère objectif pour faire la maintenance des conduites de gaz. Je m'explique un peu plus en détail. Comment GRT entretient son réseau actuellement et s'assure qu'il n'y a pas trop de corrosion? Mais il envoie des agents, les agents regardent le tube et font « Ok, ce tube-là, je vais le repeindre. Ce tube-là, je vais le retoucher. » Manque de peau, c'est pas uniforme. On a des agents qui sont un peu zélés et du coup, au moindre petite écaille, on repeint tout. Et à contrario, on a des agents qui sont peut-être pas assez zélés et qui vont juste recouvrir le point de rouille en disant « Ok, on fait une petite retouche mineure et ça passe. » Donc du coup, nous, on a essayé de proposer une application pour objectiver ça. Ça s'est matérialisé comment? C'est une petite application de classification sur un smartphone qui va regarder le tuyau et qui va lui dire fais une retouche ou repeins. Le challenge qu'on avait, on en avait deux. Le premier, on avait 500 images maximum pour entraîner notre algo. 500 images pour entraîner un réseau de neurones, c'est peu, c'est très très peu. En comparaison, Google, pour différencier un chat d'un chien, il en a eu des dizaines de millions. Et surtout, l'autre problème qu'on avait, c'est que l'agent, quand il est devant sa conduite au fin fond d'un sous-sol, il n'a pas accès au cloud d'Amazon ou de Google. Il n'a pas accès à ses supercalculateurs. Il n'a même pas accès à Internet. Donc du coup, comment on fait en sorte que notre magnifique réseau de neurones, il tienne sur un téléphone qui n'a pas de connexion et surtout, qui ne lui vide pas sa batterie en 2 minutes. Donc, l'aspect réseau de neurones était, on va dire, complexe mais sans plus. C'est des choses qu'on avait déjà fait, c'est pas vraiment là qu'on a eu le point de challenge. Par contre, le point de challenge, c'était prendre ce réseau de neurones-là et essayer de le faire rentrer sur un téléphone professionnel. Ça demandait un peu d'optimisation un peu basique. On a recommencé à recalculer le nombre d'opérations que faisait le processeur à la minute pour optimiser ça. Mais on a réussi à leur mettre une application en place qui est utilisée en production tous les jours par les agents. Donc du coup, ça leur a permis quoi? Ça leur a permis d'avoir un vrai critère objectif. Maintenant, c'est tout le monde qui fait son choix de la même manière, il regarde son application et l'application lui donne une recommandation. Après, l'agent sur le terrain a quand même le dernier mot. S'il dit non, tu t'es planté, je veux quand même le repeindre alors que tu me demandais de le retoucher, il repeindra. On ne se substitue pas à l'humain, on est juste là pour essayer d'apporter un niveau commun de critères. Du coup, ça leur a permis, alors je n'ai pas les chiffres, mais ça leur a permis d'avoir une optimisation des coûts, parce que du coup, ils faisaient les bons travaux aux bons endroits. Et d'autres projets qu'on a en cours, qu'on continue à développer sur cette application-là, c'est l'étendre à d'autres types d'inspections, parce que vous vous doutez bien que les agents ne font pas juste regarder est-ce que la peinture est bonne, ils ont d'autres types d'inspections qu'on va essayer également d'objectiver. Et dernier cas d'usage que je voulais vous présenter, qui est très intéressant, en tout cas moi je trouve qu'il est très intéressant, c'était essayer de faciliter un diagnostic sur des contrôleurs moteurs d'avion pour identifier quel était sur la carte le composant qui était défaillant. Et là, je vous ai dit au début que le nerf de la guerre de l'IA, c'était les données. Là, manque de peau, on n'en avait pas. En tout cas, on n'avait pas d'historique de données. On n'avait pas sur tous les pannes qu'ils avaient déjà eu, tous les diagnostics qu'ils avaient. Ils n'avaient pas logué quelle était la panne et le diagnostic qu'ils avaient fait. Donc du coup là, si on revient un peu, qu'on se rappelle le début de l'introduction, il y avait deux pans de l'intelligence artificielle. Le pan symbolique, le pan apprentissage automatique. L'apprentissage automatique, on le prend, on le remet dans son petit tiroir et on va repartir sur de l'IA symbolique avec des stats assez particulières qui sont les stats, ce qu'on appelle bayésiennes, c'est-à-dire des stats typiquement faites pour traiter sur des petits échantillons de données. Alors quand je dis qu'on n'avait pas de données, en fait on n'avait pas d'historique de données, mais on avait quand même d'autres données. Et c'était quoi les données qu'on avait? C'était les procédures de test. Donc du coup on a parsé
on a regardé nos procédures de test, et on cherchait la finalité de la procédure de test, donc qu'est-ce qu'elle cherchait à tester. Et du coup, ça nous a permis de faire un matching entre des tests et des composants, en disant ok, ce test est fait pour tester ce composant-là. Donc ça veut dire que si on a une panne qui rentre dans le périmètre de ce test-là, potentiellement, c'est ce composant qui est défectueux. Qu'est-ce qu'on a fourni du coup à cet industriel? C'est une application qui va faire sur une panne qu'on va rentrer, on va lui faire un ranking des composants qui ont la plus forte probabilité d'être en panne. Alors là, vous me dites, là, on est quand même sur un classement qui a des fortes probabilités. On a peut-être vu plus rocket science en termes d'IA. Oui, mais d'un point de vue métier, mine de rien, notre petit algo probabiliste, il avait 80% de performance, de précision. Et ils ont pu estimer que ça leur faisait un gain annuel de 500 KE sur cette application-là. Du coup, comment cette application-là, on l'a packagée, on l'a livrée? Du coup, c'était une petite interface web où ils rentraient leur panne et on leur faisait le ranking. Et surtout, très important, il y avait des champs libres qu'ils pouvaient remplir à la fin de ce diagnostic-là pour expliquer est-ce que oui ou non, le ranking était le bon et quel était vraiment le composant. Ce qui fait que nous, via cette interface-là, on commence à collecter de la donnée. Et du coup, cette donnée-là qu'on commence à collecter, dans X mois, on va dire 12, 1 an, on estime qu'on aura suffisamment de données pour commencer à travailler sur vraiment de l'apprentissage automatique, du machine learning, et essayer de continuer à améliorer cette précision de 80% pour peut-être la monter à 85%, 90%. Si vous voyez quelqu'un qui vous dit « je vous ai fait un algo et il est à 99,9 », vous pouvez émettre des doutes. Parce que ça reste une machine, c'est quand même pas parfait, surtout sur de l'apprentissage qu'elle a appris toute seule. Des cas d'usage, j'en ai plein d'autres à vous présenter, mais je voulais juste conclure ça avec des enseignements qui finalement, pour moi, ce qui va être important pour vous, c'est, premier enseignement, si vous dites, mince, dans mon industrie, mon usine, c'est pas une usine 4.0, mon SI, il n'a pas encore son infrastructure Big Data qui est montée. On n'a pas de partenariat avec un Microsoft Azure, avec un AWS. Comment je fais pour faire mon IA? Vous pouvez, vous avez des données, vous en générez tous, parce que c'est comme ça que vous pouvez travailler, faire votre métier. Et du coup, nous pouvons commencer à regarder aux données que vous avez. Vous avez déjà de la valeur, vous avez déjà des mines d'informations. Le fait d'avoir une usine du futur, des infrastructures dédiées au big data n'est pas un prérequis pour commencer à faire de la data et de l'IA. C'est mieux, c'est toujours mieux d'avoir des données, mais ce n'est pas un prérequis. Deuxième enseignement, c'est quand vous voulez vous lancer dans la data, soyez très ambitieux, mais commencez petit, très petit. C'est-à-dire un cas d'usage peut-être simple, sur un périmètre limité, avec des personnes motivées qui veulent aller sur ce type de projet-là. Regardez comment ça se passe. Est-ce que ça va vraiment vous tirer de la valeur ou pas? Parce que c'est pas dit, on se trompe. On a à peu près 30% de projets qui aboutissent et qui créent vraiment de la valeur. L'IA, c'est quand même très prospectif. Il faut se donner le droit à l'échec. On ne pourra pas vous dire on va réussir à tous les coups. Ça serait vous mentir. Donc commençons petit, tentons. Parfois, ça marche. Et là, c'est très bien. Du coup, on peut continuer à itérer et à déployer et à voir plus grand. Mais ça ne sera pas forcément le cas. Et il faut s'autoriser cet échec-là. Et très, très important, ça avait été dit dans la table ronde précédemment, travailler en proximité de vos équipes. Tous les data scientists, data architects, data engineers, ajouter le nom d'un métier qui existe déjà derrière, il faut qu'ils travaillent avec les opérationnels. Derrière, il faut qu'ils comprennent le métier, il faut qu'ils connaissent le métier. Si vous les laissez dans leur tour d'ivoire, ils vont faire quelque chose qui va être sans doute très très joli. Théoriquement, ça va être ultra chiadé, mais il y a très peu de chances que les opérationnels s'en servent et que ça soit efficace. Et c'est exactement la même logique sur les IT. Si vous voulez mettre en place des systèmes d'information dédiés à la data, ne le faites pas en hors sol. Ne mettez pas que votre data lab. Il faut un data lab, ça peut être bien pour tester des choses. Par contre, il faut que vos SI qui seront faits pour traiter la data soient connectés, soient inclus dans votre SI d'industrie. S'il n'y a pas ça, il y a très peu de chances que vos projets data marchent. Si vos data, quoi que vous mettez derrière, sont loin de vos métiers, ils ne comprendront pas.
les problématiques du métier. Et le métier ne comprendra pas l'approche que les data scientists, ingénieurs, architectes, analystes que vous avez mis derrière ont mis en place. Un troisième enseignement, et je pense que c'est un des vraiment le plus important, l'IA, c'est une technologie, c'est une méthode, c'est un algorithme, mais c'est avant tout, c'est du change management. C'est de la conduite du changement, c'est une transformation humaine et organisationnelle. Vous ne pouvez pas juste dire, j'ai pris un algorithme, je déploie, ça va marcher comme ça. Non, ça va demander des nouvelles compétences, ça va sans doute faire appel à des nouveaux rôles. Quand je dis nouvelles compétences, c'est pas forcément, je ne parle pas que des profils spécialisés data. Le maintenancier qui est derrière sa machine dans sa ligne de prod, il faut qu'il ait été formé. Il faut qu'il comprenne ce qu'il utilise pour pouvoir l'utiliser de manière efficace. Ça va faire sans doute appel aussi à une nouvelle méthodologie. On ne traite pas un projet data comme on traite un projet industriel classique. Mais cette méthodologie-là, comme la tour d'ivoire des data scientists, il ne faut pas la faire en hors-sol. Ce n'est pas deux process qui sont collinéaires avec votre process industriel classique et le process data derrière. Non, non, c'est une amélioration de votre process industriel pour y incorporer tout au long de sa chaîne des éléments de la data. C'est-à-dire penser en amont, dire tiens, je vais rajouter un capteur, comme ça je vais commencer à collecter. Mais pour ça, ça veut dire que j'ai pensé à un besoin qui me dit qu'il faudrait que je collecte ça. Mes industriels, mes ingénieurs, quand je leur ai fait designer une nouvelle fonctionnalité de contrôleur de vitesse, de régulateur de vitesse sur votre voiture, ils se disent, avant de la designer, je vais peut-être regarder les données d'usage de mes clients pour voir comment utilisent actuellement mes clients leur régulateur de vitesse. Et ça, c'est une approche data. Là, on est déjà data-driven, comme on dit dans le milieu. Et surtout, ça va juste développer des outils complémentaires. Comme au niveau des compétences, on n'est pas là pour révolutionner votre métier, de toute manière on ne pourra pas. Vous savez mieux faire votre métier que nous. Donc nous, on va vous permettre de l'améliorer, de l'optimiser. On va vous permettre de vous concentrer sur vos vraies tâches à valeur ajoutée et remettre en forme des tableurs Excel parce que ça vient de deux sources de données différentes qui n'étaient pas au même format. Pour moi, ce n'est pas là où vous avez vraiment dans votre métier tous les jours votre vraie valeur ajoutée. Et ça, une IA peut très bien le faire. Mais du coup, il va falloir développer ces nouveaux outils, les incorporer à votre SI classique et existant. Normalement, si j'ai bien fait mon boulot, vous devriez vous dire, cool, allez, pourquoi pas, je me dis que c'est à portée de main, j'ai envie de me lancer. Mais du coup, comment je me lance? Parce que c'est facile d'avoir dit tout ça, d'avoir donné les enseignements, c'est quoi les premières étapes? Déjà, les premières étapes, vous voulez faire de la data, pourquoi? Quelle est votre problématique? Quel est l'objectif d'utiliser la data? Parce qu'arriver, nous, on a des choses comme ça qu'on a vues où des gens proposaient en disant vous inquiétez pas, donnez-nous juste accès à vos données et vous allez vous voir, on va vous révolutionner la chose. Non, ça ne marche pas comme ça. Vous avez une problématique. Alors une problématique, ça peut être une problématique globale qui est je veux optimiser ma ligne de prod. C'est une problématique globale, mais nous, ça nous suffit en disant ok, on a un objectif, on sait qu'est-ce qu'on cherche. Après, vous avez vos problématiques. Vous vous dites ok, qu'est-ce que j'ai comme données pour les faire? C'est quoi mes données? Et là, vous avez peut-être au fin fond d'une armoire une pile de documents, de specs. Ça, c'est de la donnée. Bon, il faudra passer un petit peu de temps au niveau du scanner pour tout numériser, mais c'est déjà de la donnée. Votre ERP, CRM, il a de la donnée. Il est fait pour ça. Donc, vous l'avez. Mais il faut juste se poser un peu, lister toutes les données pour dire, OK, j'ai mes données, à quel cas d'usage, à quelle problématique elles vont pouvoir m'aider à répondre. Et si vous avez été extrêmement prolifique sur le premier point, mais peut-être que des problématiques ou des cas d'usage, vous n'en avez pas cité un, vous en avez trouvé 30, 40, 50. Donc, il va peut-être falloir les prioriser parce qu'on ne va pas attaquer tout d'un coup. On repense au petit créneau, on est très ambitieux, mais on commence petit. Donc, on en sélectionne un. Par hasard, on va prendre celui qui va créer le plus de valeur et de manière évidente, qui va présenter le moins de complexité, parce que c'est quand même vachement plus valorisant de faire quelque chose qui apporte beaucoup de valeur, qui est simple comme ça. Ça permet aussi d'embarquer les métiers, les opérationnels, en disant regardez, ça peut vous servir et ça va vous servir. Ça sera tout pour moi, cette présentation-là. Je pense que j'ai encore un peu de temps pour répondre à des questions. Sinon, on est en stand F06. Si vous voulez voir le démonstrateur du GRTGaz, du coup, je vous présente d'autres cas d'usage peut-être plus spécialisés à vos industries et vos métiers.
Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite un excellent salon, du coup. Et rendez-vous à F06 si vous avez d'autres questions.